Alors, d'abord, je n'ai pas préparé un PowerPoint parce que j'ai trouvé que c'est inutile de présenter des photos qu'on connaît et surtout qu'il y a l'exposition où on va voir des photos plus parlantes qu'un PowerPoint. Et en plus de ça, j'ai articulé ma présentation autour de plusieurs réflexions que je menais avec mon regretté directeur Adnan Bouni, qui m'a parlé énormément de Schaeffer et de la mission de Ras Shamra, surtout quand il était dans les années 60 comme représentant de la Direction générale des antiquités et des musées. Mais dans ma présentation, je serai bref, et dans la publication, si jamais il y aura une publication, je développerai plus ces discussions avec le regretté Bouni. Alors, il est superflu de convoquer combien, en effet, l'expérience rude, tourmentante, inhabituelle, domine sans exception le personnage de Schaeffer. Grand organisateur d'une action sur le terrain, archéologue capable de créer l'inconnu, force extraordinaire d'établir la synthèse archéologique. Son action à Ras Shamra est une sorte de fraternité absolue avec le destin archéologique, une puissance vitale qui se trouve confondue avec une puissance intellectuelle. Durant ces travaux à Ras Shamra, qui ont duré 31 campagnes de 1929 jusqu'en 1969, il va établir l'élan pour notre discipline après presque 70 ans de la mission légendaire d'Ernest Renan. Ainsi, l'univers de Schaeffer, comme celui des grands explorateurs en Orient, n'est qu'une réaction ardente de la foi archéologique poussée jusqu'aux extrêmes limites de la perfection. Dans ce sens, la lecture de ces publications nous laisse devant une impression de la grandiose d'une pensée qui cherche à comprendre, aimer et sauver ce qui est majestueux de notre héritage, pour confirmer la grandeur de la réalisation de nos ancêtres. Nous sommes là en face d'un profond secret de savants et d'archéologues, le secret de cette lutte singulière entre l'évidence de la réalité et la piétiner sur une œuvre bouleversante et éclatante, bouleversante et de clarté. En effet, l'histoire de notre archéologie révèle, suivant la pensée de Schaeffer, une immense continuité qui jaillit à chaque fois que nous réalisons une action sur le terrain. Cette mystérieuse science qui coulait dans ses veines fut peut-être la révélation d'une démarche intellectuelle profonde qui va soutenir la création de l'espace parfait d'un esprit scientifique large, capable de pousser ses réflexions au-delà du simple idée, afin de construire une problématique profonde dans le but de révéler les secrets de notre histoire dans sa forme la plus éclatante. Cette idée va nous amener à exprimer sans hésitation que sa vision de l'archéologie est pratiquement une valorisation des valeurs d'un héritage plusieurs fois millénaire. En effet, cette archéologie n'occupe jamais la position intermédiaire où elle serait simplement égale à elle-même. Elle est au centre de sa pensée et le but de sa pensée. Nous insistons à cette occasion de dire que les chefs-d'œuvre exhumés à Ras Shamra dans les différents chantiers de l'Acropole à la ville basse, en passant par la région parassiale, auxquels Schaeffer attacha un rôle important comme lieu de révélation de l'art syro-méditerranéen, dégagent par la lecture attentive de ces illuminations la transcendance des concepts qui visent expressément à révéler une richesse intellectuelle sans équivalent. Ainsi, sa vision nuancée du sculpteur qui a réalisé la stèle de Baal, je donne un exemple, le Baal aux foudres, nous amène vers les premiers pas de la notion qui attribue à Ugarit un rôle dans le style international du bronze récent. Il précise, et là je cite, qu'il n'est pas douteux
que l'artiste a été formé à l'école de l'art égyptien et il est même remarquable de voir combien il a su enserrer de près ses formules. Si l'événement le plus important de sa carrière fut ses missions sur la côte syrienne, où il en apporta un matériel majestueux, les événements de ses découvertes prouvent qu'il s'efforçait de faire pousser ses recherches vers les fondements d'une nouvelle base que précise majestueusement le rôle clé de la Méditerranée orientale, la Syrie intérieure et même la Mésopotamie. Ainsi, il résume, après sa première campagne, que, et je cite, « Minat el-Beda et Ras Shamra se sont révélés un centre de civilisation de haute importance. La céramique, les objets de bronze, l'or et l'ivoire montrent que sur le fond de la civilisation indigène se sont greffées des influences venant d'Égypte, d'Asie mineure, de la vallée de l'Euphrate et surtout du monde égéen. Ceci s'explique par la situation géographique privilégiée de la ville et de l'ancien port de Ras Shamra en face de Chypre, le plus grand centre métallurgique de l'ancien monde, et à l'entrée d'importantes routes de pénétration vers l'intérieur, d'où les produits et le transit pouvaient, comme l'a montré M. Dussault, gagner rapidement en remontant le Nahr el-Kabir, soit par Alep et par là la Mésopotamie, soit par Hama et Homs. Fin de citation. Cette même conclusion sera reprise lors de la publication du premier volume d'Ugaritica, où il insiste que cette ville située à l'un des principaux carrefours des routes du monde antique, plaque tournante du commerce ancien entre l'Orient, l'Égypte et l'Occident, en rapport constant avec les grandes civilisations de la Mésopotamie de l'Est, au sud à travers la Palestine avec l'Égypte, à l'ouest par-dessus la mer et les îles avec Chypre et le monde égéen et mycénien. En communication au nord avec l'Asie mineure, Ras Shamra est certes l'un des sites les plus riches et les plus fertiles en renseignements historiques que jamais la pioche de fouilleurs ait entamé. Fin de citation. Ces fouilles durant la phase qui précède la Deuxième Guerre mondiale en Syrie et à Chypre vont élargir son esprit de synthèse par des remarques ponctuelles sur plusieurs phénomènes archéologiques. Ainsi, il précise dans sa stratigraphie comparée que grâce, et je cite, au perfectionnement des méthodes archéologiques, nous ne dépendons plus entièrement aujourd'hui de la documentation épigraphique pour la chronologie absolue. Il ajoute, plus encore, en cas de conflit entre la datation d'un monument ou d'une couche par la méthode épigraphique et celle obtenue par la méthode archéologique, c'est maintenant souvent cette dernière qui se révèle finalement comme étant la plus précise. Il s'agit là d'une prise de position ferme, focalisée principalement sur les résultats obtenus à Ras Shamra, et il a réussi à mettre en évidence une ville du bronze récent avec plusieurs quartiers hiérarchisés associés à une architecture parfois monumentale. En effet, la position de Scheffer dans ce débat éternel entre archéologues et épigraphistes relance son attachement à sa discipline et ses capacités de prouver son raisonnement. Pour clarifier ses démarches, il voulait prouver à travers sa stratigraphie comparée que l'archéologie est une discipline autonome capable de résoudre des problèmes d'ordre historique suivant une précision qui peut l'emporter sur les données qui pourraient fournir les textes. Il indique dans ce sens qu'il a pu examiner, et je cite, l'ensemble des connaissances archéologiques accumulées pendant les derniers 50 ans en Syrie et dans les pays voisins, Liban, Palestine, Asie mineure, Chypre, Perse et Caucase, dans toutes ces vastes zones du Proche-Orient
et de la région voisine de la Méditerranée orientale une coordination plus précise de l'évolution archéologique et de l'histoire des grandes civilisations de la fin du troisième millénaire et du deuxième millénaire a été obtenue. Les fouilles de Ras Shamra et l'archéologie syrienne sont ainsi devenues une base solide pour les recherches archéologiques et celles concernant l'histoire ancienne de l'ensemble des pays du Proche-Orient et leur contact avec l'Europe méditerranéenne du second millénaire. Je termine la citation. Ainsi, grâce aux fouilles de Scheffer, le site de Ras Shamra va devenir une étape inévitable pour la recherche archéologique au Levant et le point d'attraction pour toute étude sur la Méditerranée orientale durant la période amarienne. Lui-même, il précise dans un de ses derniers textes rédigés à l'occasion du cinquantenaire du début des fouilles en 1979 que l'ougaritologie, terme fondé aux États-Unis à la suite du rapide développement international des recherches sur l'archéologie et l'épigraphie de nos découvertes, a produit depuis quelques centaines de volumes et plusieurs milliers de brochures et d'études. Cette reconnaissance mondiale a été atteinte grâce à l'activité titanique de publication qui s'est développée suivant un programme établi toujours par Scheffer qui prévoit principalement des rapports préliminaires, des études générales et des articles de synthèse. Tous ces champs de triomphe ont une grandeur commune qui n'a jamais connu l'archéologie sous un aspect bas, et là je cite, en se servant uniquement des indices stratigraphiques et céramologiques et de la méthode comparative du matériel archéologique en général, ainsi que l'étude des monuments architecturaux, il est aujourd'hui possible de dater 50 ans près n'importe quel monument du Proche-Orient remontant au second millénaire avant notre ère et 100 ans près la plupart des monuments du troisième millénaire. Fin citation. Il nous semble à ce stade que dans notre intervention qu'il est important d'évoquer quelques aspects particuliers qui vont marquer la période dirigée par Claude Scheffer de la mission de Ras Shamra. Si nous essayons d'analyser la documentation disponible de cette période, et comme j'ai déjà dit, les plusieurs commentaires et discussions avec le regretté Bouni pendant nos campagnes de terrain communes à Telsiano, d'évoquer quelques aspects particuliers qui vont marquer la période dirigée par Claude Scheffer de la mission de Ras Shamra. Si nous essayons d'analyser la documentation disponible de cette période, nous allons immédiatement remarquer que suite à l'action menée par Léon Albanese au mois de mars 1928 et le dégagement du tombeau de Minet El Beida, le service des antiquités de Beyrouth va informer René Dussault de l'importance des découvertes. Ce dernier va exprimer son intérêt du site dans une note additionnelle qui sera publiée à la suite du rapport Albanese dans Syria 1929. Il note que, je cite Dussault, d'après ses premières constatations, Ras Shamra se présente donc comme une installation chypriote sur la côte syrienne qui explique le développement pris par Salamine dès le XVe siècle avant notre ère. En ce que cette cité chypriote tenait ainsi la tête de la route qui prenait à ses produits, qui permettait à ses produits et à son transit d'atteindre rapidement en remontant le Nahr el-Kabir, soit Alep, soit Hama ou Homs. Par contre, Scheffer va avoir un avis plus réaliste en précisant dans son premier rapport que, en résumant, je cite, Minet el-Beida et Ras Shamra se sont révélés un centre de civilisation de haute importance. La céramique, les objets de bronze, en or, en ivoire, etc., montrent que sur le fond de la civilisation indigène se sont griffées des influences venant
d'Égypte, d'Asie mineure, de la vallée de l'Euphrate et surtout du monde égéen. Alors que René Dussault insiste de nouveau dans une deuxième note additionnelle à la fin du même rapport, ça veut dire le rapport de Schaeffer, Syrie 1929, que le gros de la population de Ras Shamra se serait composé de Chypriotes, de Crétois et d'Achéens. Ainsi, les données mythiques comme les découvertes archéologiques rattachent l'organisation de Ras Shamra à l'empire achéen. Et je termine la citation de Dussault. Ce débat indirect entre un membre de l'Institut et un conservateur en chef du département des Antiquités orientales au musée du Louvre et un jeune archéologue de 31 ans indique clairement le caractère libre et indépendant de Schaeffer. Cette attitude va retrouver quelques années plus tard le sens de l'aventure prodigieuse, imprévisible, que constitue l'essence de l'action indépendante de notre archéologie. Cette attitude ferme et même rigide va l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière, comme le montre son étude intitulée Ex Occidente Ars, où il donne la synthèse la plus prodigieuse d'un premier article publié en 1948 sur les porteurs de Torque, autour de la métallurgie et le mouvement des populations entre l'Europe centrale et la côte levantine vers la fin du troisième millénaire ou au début de la deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Son caractère particulier va l'accompagner avec la reprise de la fouille en 1948, après le conflit mondial. Cette période, qui va durer presque 20 ans, a été marquée par des découvertes spectaculaires dans la zone palatiale qui entraînèrent immédiatement des publications relatives aux archives de ce palais. Dans la collection Palais Royal d'Ougarit, 5 volumes présentent l'ensemble des tablettes trouvées, numéro 2, 3, 4, 5, 6, rédigées par Charles Virolo pour les textes alphabétiques et Jean Nougayrol pour les textes acadiens, alors que le premier volume, le volume qui devrait traiter de l'état architectural du palais, n'a jamais vu le jour en raison d'autres engagements pris par Schaeffer, ce qui est tout de même très regrettable. Et pourtant, il a essayé durant la Deuxième Guerre mondiale, pendant son exil à Londres, de regrouper sa documentation et de réorganiser ses hypothèses en tenant compte des résultats de Ras Shamra pour publier une synthèse monumentale sur la stratigraphie comparée des sites de toute la région. Ce grand travail fut édité à Oxford en 1948, comme j'ai déjà signalé, Par ce livre, Schaeffer a voulu synchroniser l'ensemble de la stratigraphie des régions antiques à travers l'analyse des cas archéologiques précis, des événements historiques et naturels communs, catastrophes naturelles, tremblements de terre, invasions, etc., etc. Il suggère notamment des conclusions méditées qui touchent directement des phases de destruction du troisième millénaire et du deuxième millénaire avant Jésus-Christ ou des mouvements de population. Ainsi, nous pouvons constater que le regard de Schaeffer était loin de se borner au pays qu'il venait de parcourir. Sa curiosité étendue lui permet de sillonner plusieurs régions de la Méditerranée orientale et de l'Europe centrale, ce qui va lui permettre d'ouvrir des horizons très larges vers des synthèses avec des idées globales. Il sera regrettable, dans le cadre de cette présentation, de ne pas évoquer la qualité d'honnêteté, de rigueur et d'humanité qui se trouve chez lui. La personnalité de Schaeffer peut s'analyser à partir de son comportement sur le chantier de Ras Shamra, et le regretté Adnan Bouni lui a consacré 2 notices où il souligne qu'il était, et je cite, « un grand travailleur, doué de qualités de commandement, de courage, de patience et de persévérance. » Puis il ajoute « ce chanceux archéologue a toujours essayé d'avoir un caractère mystérieux, qui fut d'ailleurs renforcé par la qualité de ses découvertes. »
Scheffer était donc, selon Bouni, et je cite, un homme blanc, grand, sérieux et parfois souriant, avec une forte personnalité qui n'a jamais dépassé les limites d'une personne réservée. Travaillant sans relâche, en plein soleil, malgré la chaleur souvent oppressante de l'été sur la côte, il restait très réservé sur ses opinions politiques et toujours neutre vis-à-vis des événements de notre pays. Fin citation de Bouni. Quant à son comportement sur le chantier, Adnan Bouni confirme, et là je cite, « Il n'aimait pas entendre commenter sa méthode de fouille et qu'il ne cherchait pas à justifier sa technique de fouille. » Je m'arrête sur cette dernière phrase pour exprimer un sentiment qui résulte de mon expérience sur les chantiers archéologiques syriens et levantins. En effet, je pense qu'il veut dire, M. Bouni, qu'il veut dire bien que son caractère autoritaire ne laissa que rarement la chance à un membre de sa mission de comparaître. Ainsi, durant les premières 9 campagnes, son premier assistant, Georges Chenet, n'a pas eu l'occasion de prendre part ni au rapport préliminaire, ni aux 2 premières livraisons d'Ougaritica. De même, pour le jeune Forer, fils de l'assyriologue suisse Émile Forer, qui va pratiquement reprendre le relais après Georges Chenet en 1948, il resta dans l'ombre durant 11 campagnes sans pouvoir participer à aucune réflexion sur le site sous forme d'articles ou de publications. Enfin, Jean-Jacques Courtois devrait commencer sa collaboration en 1951, ne sera en mesure de prendre l'initiative scientifique de publication qu'au moment où Scheffer prend sa retraite en 1969. Il a publié quelques articles préliminaires avant, mais ce sont très secondaires. À partir de cette date seulement, il commença à rédiger des synthèses qui développent son propre point de vue sur l'archéologie du site. Ce divorce interne avec ses collaborateurs confirme que pour son soi, Scheffer est perpétuellement investi. Une telle perspective ne laisse guère de place aux autres, ou du moins aux volontés particulières. Comme tous les chefs de mission de cette génération, il exalte le culte de moi au détriment de l'autre, car il pense qu'un jeune et brillant collaborateur doit d'abord se faire invisible et communiquer sa transparence dans le cadre de l'équipe. Ainsi, il faut commencer par refuser les illuminations scientifiques qui offusquent la lumière de la réussite, quitte à retrouver plus tard sous un éclat la gloire du regard du monde archéologique. Pour donner un dernier élément à cette petite réflexion, j'aimerais me référer à un point qui marque discrètement un des aspects de sa personnalité. Adnan Bouni m'a toujours avoué la tendance de Scheffer de garder des liens avec les dirigeants politiques du pays et qu'il aimait, et je cite Bouni, entretenir de bonnes relations avec les officiers et surtout les hommes politiques au pouvoir. En réalité, Scheffer n'était pas le seul à adopter un tel comportement. Presque toute cette génération des grands archéologues, et même jusqu'à une période récente, une visite d'un haut dirigeant politique marquera un événement heureux et enthousiasme pour la mission. Cette analyse de la personnalité qui caractérise Scheffer nous amène à confirmer qu'il appartenait à une génération des grands maîtres qui possédaient un fond de savoir encyclopédique. Cette génération a la capacité d'analyser dans une vision synthétique des grands problèmes archéologiques dans le but de donner des conclusions globales. Je termine par une dernière phrase formulée par Bouni à la fin de son article sur Scheffer, où il précise qu'il réalisa de fabuleuses découvertes dont il compila les résultats dans plusieurs monographies qui participent encore à la connaissance des événements du Proche-Orient et de la Méditerranée orientale. Je vous remercie.
Merci.